Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan se dirige-t-il vers une partition? C'est du moins la crainte formulée par les forces pour la liberté et le changement en réaction à la déclaration des FSR. Les forces de soutien rapide qui menacent d'établir une autorité gouvernementale. Signature d'un accord entre le Rwanda et la start-up germano-canadienne Dual Fluid, un accord relatif à la construction d'un réacteur nucléaire civil expérimental. Il permettra au pays des Mille Collines de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Et puis nous irons au Cameroun où la nationalisation des néos se précise. Un comité interministériel a été mis en place pour suivre le processus de rachat. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la sentence est tombée pour Hicham Kassem en Égypte. Le chef de l'opposition libérale a été condamné ce 16 septembre à 6 mois de prison ferme. À cette peine s'ajoute également 20 000 livres égyptiennes d'amende. Dans les détails, l'opposant a écopé de cette peine pour diffamation envers un ancien ministre et outrage à agent. Une décision de justice qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en 2024. Nasser Amin, son avocat, a fait appel de ce jugement. Il précise sur les réseaux sociaux que cet appel se tiendra le 7 octobre prochain. Rappelons que Hicham Kassem est en détention depuis le mois d'août. Il avait entamé une grève de la faim en signe de protestation. Alors que le conflit s'enlise au Soudan, l'unité nationale se retrouve de plus en plus menacée. Les forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis 5 mois ont menacé de mettre en place une autorité gouvernementale dans les zones placées sous leur contrôle. Une déclaration qui n'a pas laissé indifférentes les forces pour la liberté et le changement. La coalition de l'opposition redoute une partition. Nathalie Mau. La principale formation politique civile du Soudan, les Forces pour la liberté et le changement FFC, ont réagi à l'annonce des forces paramilitaires de défense rapide, les RFS, d'implanter une autorité gouvernementale dans les zones sous leur contrôle le 15 septembre 2023. Le FFC craint un enlisement de la guerre civile dans le pays et plus encore une partition et une division du Soudan, a indiqué le leader du parti politique. La situation au Soudan se détériore de manière déplorable à mesure qu'elle continue. Cela conduira certainement à une aggravation de la crise soudanaise. Les RSF contrôlent une grande partie de la capitale Khartoum, tandis que l'armée soudanaise est principalement établie dans la ville de Port-Soudan. Une troisième faction, le SPLM-N Al-Ilou, contrôle de grandes parties de l'État du Kordofan Sud. Ce dernier protagoniste a accordé son soutien à la menace de formation d'un gouvernement parallèle formulée par le général Mohamed Hamdan Dagalo. C'est illégal et il ne faut donc pas compliquer davantage les choses. La formation d'un gouvernement va conduire à l'extension de la guerre dans d'autres régions du pays. Le mouvement pour la justice et l'égalité du Soudan a appelé les belligérants à signer un cessez-le-feu permanent pour mettre fin à la guerre. La société civile soudanaise appelle également à la désescalade dans le pays où le conflit a un impact humanitaire important, le nombre de déplacés internes s'élevant à 4,1 millions de personnes. Autre conséquence de la guerre, la baisse de la production d'or passée de 18 tonnes à 2 tonnes entre fin 2022 et août 2023. Le 17 décembre prochain, les citoyens seront appelés aux urnes au Tchad. Ils devront se prononcer sur le projet de nouvelle constitution, porté notamment sur la forme de l'État. À l'approche de cette échéance, plusieurs formations politiques appellent à l'apaisement. Parmi eux, le parti Paix et Cohésion sociale, qui a multiplié ces derniers jours des meetings en vue de mettre l'accent sur les notions de paix et d'unité. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, à quelques mois des élections référendaires, législatives et présidentielles, certains partis politiques sensibilisent leurs militants pour des scrutins apaisés. C'est le cas du parti Paix et Cohésion sociale qui multiplie les meetings ces derniers jours pour rappeler les militants à éviter les violences post-électorales et à préserver l'unité nationale en cette période de transition. Pour ce parti politique qui est fondé après les violences du 20 octobre 2022, qui a fait une dizaine de morts, il faut éviter de répéter les erreurs. Comme vous l'avez vu, le message qu'on a envoyé, c'est un message d'unité, c'est un message de rassemblement, c'est un message de paix, mais c'est également un message d'unicité dans notre unicité.
un message où on doit tous se définir en tant que fils et filles de Toumaï. Mais aussi un message de rassemblement et d'engagement, un message de devoir pendant ces périodes de transition, pendant ces périodes charnières, par rapport aux activités qui vont s'annoncer dans le futur. D'ici 3 mois, on aura le référendum. Dans les mois à venir, après cela, on aura les élections référendaires, législatives, mais aussi présidentielles. Nous avons envoyé un message assez clair à nos militants. Le référendum pour déterminer la forme de l'État est prévu dans 3 mois, alors que la tension entre les partisans du fédéralisme et de l'État unitaire, fortement décentralisé, s'accentue. Pour le parti Paix et Cohésion sociale, quelle que soit l'issue du référendum, les Tchadiens doivent continuer à cultiver la paix dans la diversité. Une position partagée aussi par le parti Union pour le renouveau et la démocratie qui appelle ses militants à respecter des droits d'autrui. Notre pays se porte de plus en plus mal du fait de nos comportements. Au fin fond de nos villages érifiques, des très nombreux Tchadiens ayant les mêmes droits et devoirs que nous ne connaissent ni la tranquillité ni l'amour du prochain. Ils ont perdu tout espoir de vivre en harmonie. Pour rappel, pour apaiser les tensions politiques à l'approche des élections référendaires prévues pour mi-décembre 2023, les partis politiques ont mis sur pied en mars 2023 un cadre national de concertation pour une transition réussie et inclusive. Une initiative saluée par les forces vives de la nation et les partenaires. Le Rwanda se dotera prochainement d'un réacteur nucléaire civil expérimental. Les autorités ont scellé le 12 septembre un accord avec la start-up germano-canadienne Dual Fluid qui assurera sa conception. Le réacteur devrait être testé dès 2026. Objectif, répondre à la demande croissante en énergie tout en réduisant la dépendance du Rwanda aux énergies fossiles. Les précisions de Aïcha Moyouzami. L'accord entre le Rwanda et l'entreprise germano-canadienne Dual Fluid Energy, signé le 12 septembre 2023 à Kigali, aboutira à la construction du tout premier réacteur nucléaire civil expérimental du Rwanda. L'opération, d'un coût estimé à 75 millions de dollars, devrait permettre au pays d'augmenter sa capacité de production en électricité, établie actuellement à 332,6 MW, provenant essentiellement des barrages hydroélectriques et de l'énergie solaire. Le Rwanda ambitionne de disposer d'une énergie fiable et stable, bien sûr en attirant davantage d'investisseurs, puis en se concentrant sur les industries lourdes dans la nouvelle ère à venir. C'est donc ça l'objectif d'avoir une énergie nucléaire plus fiable. Selon les experts, l'accent devrait être mis sur la formation de la main-d'œuvre nécessaire à la réussite de ce projet. Avec l'aide de la Russie, le gouvernement rwandais forme l'expertise locale dans des programmes d'ingénierie nucléaire. L'Office rwandais de l'énergie atomique va également gérer les préoccupations liées à la construction du réacteur concernant les fuites radioactives éventuelles et les risques d'accident. Même si dans son principe de fonctionnement, le procédé Dual Fluid est réputé générer moins de déchets nucléaires, il conviendra quand même de savoir et pouvoir gérer ces résidus. Et vis-à-vis des sciences atomiques, cela passe inévitablement par former des ressources humaines en qualité et en quantité suffisante. Bien entendu, cela fait entre autres partie des défis, au même titre que la question de l'approvisionnement durable en ressources nucléaires. À l'instar donc de tous les pays qui tendent à augmenter leur part d'énergie électrique décarbonée, le Rwanda en est pleinement conscient. L'entrée du Rwanda dans le domaine du nucléaire est une étape progressive vers l'autonomie énergétique. La construction du réacteur devrait commencer dès le début de l'année prochaine jusqu'en 2026. Pour rappel, le Rwanda est parmi les premiers pays africains à investir dans le nucléaire aux côtés de l'Afrique du Sud, qui dispose de 2 réacteurs opérationnels, et l'Égypte ayant entamé la construction de sa première centrale en 2022.
La nationalisation des Néos se concrétise au Cameroun. Le gouvernement est résolu à racheter les parts d'Actis, le capital investisseur britannique qui détient actuellement 51% des actions de la société. Le processus de rachat sera suivi par un comité interministériel présidé par le ministre des Finances. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. L'État camerounais va racheter les actions d'actifs au sein de la société Energy of Cameroon, détenue à 51% par le groupe britannique Actis, à 44% par l'État lui-même et par le personnel à 5%. Cette information a été rendue publique via une note datée du 5 septembre 2023 du secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongor et adressée au Premier ministre. Cette instruction de chef d'État camerounais devra aussi permettre de relancer, voire même finaliser les démarches relatives à la nationalisation des Néos entamées depuis une dizaine d'années. Le gouvernement peut, à l'occasion même déjà de la décentralisation, pousser les collectivités territoriales décentralisées à mutualiser même leurs ressources en disant nous allons aller sur la base des communes de mairie. Et les communes de mairie, généralement, c'est par département. Donc, chaque commune maintenant va mobiliser les financements sous l'autorité du conseil municipal pour pouvoir lancer un petit aménagement, voilà, un petit barrage, un petit projet, un petit aménagement de production d'énergie hydroélectrique, même de 2 mégas ou de 3 mégas. Cela permettrait à l'ensemble du pays d'être éclairé. La société Energy of Cameroon a été créée le 18 mai 1974 sous le nom de Société nationale d'électricité du Cameroun et a été privatisée en 2001. En mai 2014, le fonds d'investissement britannique Actis prend le contrôle des 56% du capital, l'État détient 44%. La société prend ainsi le nom de Eneo Cameroun SA le 12 septembre 2014. De mon point de vue, c'est le prolongement de la renationalisation de tout ce qui était sorti du giron de l'État. La renationalisation des actifs qui étaient sortis du portefeuille de l'État à l'occasion de la mise en œuvre des injonctions des donneurs d'ordre internationaux du temps où le Cameroun était sous ajustement structurel est en marche. Après Camwater, c'est le tour d'Eneo et après Eneo, ça sera le tour de Camrail. Soulignant que cette démarche intervient alors que le Cameroun cherche à moderniser son service public de l'électricité pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030, notamment en augmentant la production d'électricité à 5000 MW d'ici 2030. Il est le premier pays africain à abriter un événement sportif olympique. Le Sénégal accueillera en 2026 les 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été. Et alors que les préparatifs se poursuivent dans le pays, le Comité national olympique et sportif sénégalais est allé présenter au pape François le projet d'organisation de cette compétition. Christian Djimadeu. En 2026, plus de 10 000 jeunes athlètes du monde entier vont converger au Sénégal pour une première historique, les premiers Jeux olympiques sur le continent. Les Jeux olympiques de la jeunesse JOJ de 2026 ont été présentés au pape François, grand amateur de sport, qui a donné sa bénédiction dans le cadre d'une audience spéciale accordée à Mamadou Diania Diaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais CNOSS, porteur d'un message du président Macky Sall, en compagnie de plusieurs dirigeants du comité d'organisation des JOJ et des fédérations sportives du Sénégal. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le pape François dans le cadre d'une mission conduite par M. Mamadou Diania Diaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais. L'occasion pour le Comité national olympique et sportif sénégalais d'informer officiellement le Saint-Père de l'organisation de ce grand événement mondial que sont les Jeux olympiques de la jeunesse, JOJ 2026, en se recommandant à ses prières pour la réussite d'un tel événement historique. Grand amateur de football, le pape François n'a pas manqué de saluer la performance historique du Sénégal qui a raflé 5 trophées continentaux en 2 ans. Le sport est éducatif, a assuré le souverain pontife en marquant son appréciation positive du message reçu à cette occasion du président Macky Sall, tout en assurant la délégation sénégalaise de ses prières pour la réussite de ces Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal. Le Sénégal accueillera le monde entier sur son sol. Nous avons besoin de soutien aussi bien matériel, humain que spirituel pour la réussite de cet événement. Il est pour nous, croyants, important de venir solliciter les prières du Saint-Père et de toute l'Église.
Désigné en 2018 comme pays hôte des 4e Jeux olympiques de la jeunesse par le Comité international olympique CIO, le Sénégal est l'emblème de tout un continent pour le CIO. Ainsi, Mamadou Diana Diaye et la délégation sénégalaise sont repartis porteurs d'une invitation chaleureuse du pape François adressée au chef de l'État sénégalais Macky Sall pour une invitation au Saint-Siège lors du prochain sommet Italie-Afrique prévu les 5 et 6 novembre 2023 à Rome. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.